Salut, c'est Emeric, bienvenue dans Une histoire, une vie, le podcast libre, inspirant et engagé. Tous les 15 jours, vous nous retrouvez pour des témoignages de vie hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. En France, ils sont près de 35 000 internes en médecine. Chaque année, 20 d'entre eux mettent fin à leur jour, 66% déclarent être en situation de burn-out et 26% ont déjà subi des agressions sexuelles sur leur lieu de travail. Derrière ces chiffres froids se cachent des vies brisées, des vocations éteintes, des soignants qui se battent pour sauver les autres, tout en étant abandonnés eux-mêmes. Les conditions de travail sont souvent déplorables, horaires à rallonge, pression constante, manque de soutien psychologique, et pourtant, ces jeunes médecins tiennent la santé de tout un pays entre leurs mains. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Kenza. Pendant ses études, elle a été harcelée, puis violée. Peu à peu, sa santé mentale s'est effondrée. Derrière le sourire qu'elle affichait à l'hôpital, il y avait des nuits blanches, de la peur et un sentiment d'isolement profond. Ce récit n'est pas seulement celui d'une interne, c'est le miroir d'un système qui brise ceux qui devraient être ses piliers. Bienvenue dans Une histoire, une vie de Kenza et de tous les autres. Bonjour Kenza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et pour nous accompagner et évoquer les conditions de travail des internes, la présidente de l'Intersyndicale nationale des internes, Mélanie, est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour Emeric, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Déjà, pour bien comprendre de qui on parle, les internes, Mélanie, c'est à partir de quelle année d'études ? Alors les internes, c'est l'ensemble des étudiants en médecine qui passent un concours, ce qu'on appelle le concours de l'internat, à la fin de la 6e année d'études de médecine. Et du coup, on va de 6 ans jusqu'à 12 ans en général d'études. Et donc, pendant cette période d'internat, il y a des stages obligatoires dans différents services, peu importe la spécialité qu'on souhaite prendre. Exactement. En fait, le concours de l'internat nous permet de déterminer une spécialité qu'on souhaite choisir en fonction du classement qu'on aura eu à ce concours. Et à partir de là, on est 100% à l'hôpital et on travaille dans des stages durant 6 mois. On fait 6 mois dans un stage, 6 mois dans un autre. Et en fonction de la spécialité qu'on a décidé d'exercer, eh bien, à ce moment-là, on a une maquette, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on fait des stages différents. Tu as été harcelée, non pas par ta hiérarchie, comme ça peut être le cas parfois, mais par tes collègues internes. Exactement. Il s'est retrouvé que j'ai été en arrêt de travail suite à une chute. Je me suis fendu un os au niveau de la jambe, donc j'étais en plâtre, évidemment, ne pouvant pas marcher. Je n'étais pas efficace pour travailler, je ne pouvais pas travailler. Et mes collègues se sont retrouvés en sous-effectif, ce qui était déjà le cas avant que moi-même je ne sois pas là. Nous étions 4, donc 3 efficaces, au lieu de 11 internes. 11 internes. Nous étions censés être 11 dans ce service, nous n'étions que 4. Le fait que mon absence se rajoute a fait que mes co-internes n'ont pas supporté la charge de travail qui leur était incombée. C'est ça qu'on te reprochait ? En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. Alors, personne ne m'a bien sûr dit frontalement c'est parce que tu n'es pas là que nous sommes en souffrance. Mais en tout cas, j'ai observé autour de moi, évidemment, des reproches, des remarques, des interdictions d'aller me faire soigner pour aller chez le kiné, pour sortir plus tôt. Et surtout, quand je suis revenue... Ils refusaient que tu ailles au kiné ? En tout cas, ils me l'ont reproché. Ils m'ont reproché d'être obligée de partir à 17h pour aller me faire soigner, puisque eux restaient jusqu'à 19, voire plus. Ce qui m'a beaucoup soutenue dans cette situation, ce sont mes chefs. En réalité, mes chefs m'ont... comment dire ? C'est eux qui m'ont dit pars, en fait, tu as besoin de te faire soigner, ne culpabilise pas d'être... Ouais. Et tu culpabilisais, toi ? Complètement. Tu te sentais jugée de ne pas être, entre guillemets, performante comme les autres ? Disons que je connaissais ma valeur professionnelle, ouais. Mais par contre, j'avais, comme tout le monde, le poids de la permanence de soins. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre nous n'est pas apte à travailler, le travail qui lui est donné retombe sur tous les autres. Et étant donné qu'elles étaient déjà peu, j'avais bien conscience, moi, que si je ne travaillais pas au maximum de ce que je pouvais, voire plus, ça leur incombait. Qu'est-ce qui te faisait le plus mal ? Ma jambe. Je parle des mots, des insultes, des menaces, c'était surtout des gestes. C'était assez insidieux en réalité, puisque au niveau du planning de garde, c'était mes collègues qui l'avaient mis en place, puisque j'étais absente à ce moment-là. Et lorsque je suis revenue, on m'a mis tous les week-ends de garde. Pendant 1 mois, j'ai dormi à l'hôpital tous les week-ends. Je faisais le vendredi soir, puis le dimanche 24 heures. Alors que tu étais plâtrée. Alors qu'à ce moment-là, je n'étais plus plâtrée, mais je boitais, j'avais une béquille et j'avais mal si je restais debout. Et à quel moment tu as compris que c'était du harcèlement ? Eh bien, très tard. Je l'ai compris quand, à la fin de mes 3 premiers mois, l'une d'entre nous est venue, puisque dans nos stages, parfois, on peut faire un stage couplé, 3 mois en pédiatrie, puis 3 mois en gynécologie, par exemple. Et l'une d'entre elles est venue et elle n'avait pas connu cette période de disette, on va dire, puisqu'on était 4 au moment où elle est arrivée, ce qui était déjà plus supportable que 3.
Et elle a été toujours très professionnelle avec moi. Je n'ai pas senti dans son regard des reproches. J'ai compris la différence au moment où elle est arrivée. Tu as eu des angoisses? Tu as fait des crises d'angoisse? Chez moi, oui. Oui. Quand j'étais plâtrée et que je ne pouvais pas travailler, je me suis vraiment dit qu'au final, j'étais bonne à rien et que j'étais D'accord. incapable de travailler. Parce et que c'est ce qu'on te faisait comprendre au travail. Pas vraiment à ce moment-là, mais c'était moi, en fait. Oui, ok. C'était quelque chose qui arrivait de bien plus tôt. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais en études Ouais. et c'est des choses que j'avais déjà vécues auparavant, d'être en arrêt de travail parce que j'étais incapable de travailler. C'est fou ça, Mélanie, quand on entend le témoignage de Kenza, la pression qu'on peut avoir et le fait de culpabiliser de ne pas travailler. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les internes, on représente 39 000 personnes. Il y a 39 000 internes en France et on représente 40% De l'effectif. Exactement, l'effectif médical au sein des hôpitaux. On représente 70% des prescriptions médicales à l'hôpital public, ce qui est énorme. Et en fait, il incombe aux internes justement ce système de santé qui est à bout de souffle. Du coup, on a cette charge sur nos épaules. Et les internes, on travaille. La loi européenne veut qu'on travaille au maximum 48 heures semaine. Nous Mais avons vous en fait faites une beaucoup étude plus. en 2023 qui montre qu'en majorité, on est à 60 heures par semaine. Et ça, c'est totalement normal. On banalise quelque chose qui est inacceptable. Tu étais en dépression, tu penses, Kenza? A Après ce posteriori, je harcèlement? pense que oui. Oui. Tu avais des pensées suicidaires? Pas à ce moment-là, et j'en ai, heureusement, Dieu m'en garde, jamais eu. Ok. Mais je pense que c'est ce qui m'a sauvée parce qu'il y a beaucoup de dépréciation propre, il y a une estime de soi qui chute. Il y a une généralisation qui se fait en se disant, mais en fait, même quand je ne travaille pas, puisque j'étais en arrêt de travail, je suis incapable de me lever le matin et de faire des choses. En réalité, j'étais en plâtre et j'avais pour la première fois compris que mon corps pouvait se casser en deux. Donc c'est quand même pas anodin, il y a une histoire de contexte à la fois par la pression liée au travail et à la fois par la pression de performance que l'on a en tant que médecin qui dit en fait tu es obligé d'aller au front quoi qu'il arrive. Mais qui vous met la pression? Nous-mêmes. Vous-même? Je dirais que c'est systémique. D'accord. Je dirais que c'est une violence systémique puisque on attend beaucoup de nous, on nous le fait comprendre dans toutes nos études. En France, à aucun moment, on est formé à faire attention à nous, à être à l'écoute de nos émotions, à être à l'écoute de notre état de santé mentale, avant même de se poser la question si on va travailler ou pas. On va continuer de parler de santé mentale. Je crois que vous, avec l'INSEE, vous voulez en tout cas former les étudiants en médecine pour repérer des cas de dépression ou de mal-être. Exactement. Actuellement, on est tous plus ou moins formés à savoir faire un massage cardiaque. Oui. Et bien là, ce serait l'idée, c'est de faire repérer les premiers signes justement de souffrance en santé mentale. Donc on essaye d'organiser une étude là-dessus pour prouver que justement c'est nécessaire et c'est important. On a fait une étude l'année dernière en 2024 qui montre que 60% des internes présentent des signes de burn-out. Oui, voilà, tout à fait. C'est 2/3 qui ont connu un burn-out, 27% ont subi un épisode dépressif caractérisé et 21% ont eu des idées suicidaires. Et chaque année, selon le Figaro étudiant, 20 internes se suicident. Exactement. Comment on l'explique? On l'explique par un système de santé et nos études qui sont extrêmement culpabilisantes. Ouais. C'est un système extrêmement compétitif et on nous demande toujours d'agir dans la performance. Et on exerce également dans un système médical où on nous demande d'être toujours plus performant chaque jour. Et on doit prendre sur nous en fait ce système où il manque des professionnels de santé chaque jour. Et c'est aux internes justement qu'il incombe cette tâche. Vous comprenez qu'on peut en arriver jusqu'au suicide? Oui. J'ai vu autour de moi des gens souffrir de leurs études et envoyer des messages de détresse en disant « je ne suis pas capable ». J'ai toujours le réflexe de leur répondre « ce n'est pas toi qui es fragile, ce sont nos études qui sont fragilisantes ». C'est toujours une histoire de contexte. C'est la goutte qui fait déborder le vase, en fait. On parle quand même d'1 étudiant sur 5 qui a des pensées suicidaires au cours de l'année, ce qui est vraiment énorme. On a fait un choix d'humanité, on veut se dévouer aux humains, et pourtant on arrive à en oublier nous-mêmes notre caractère humain. On a encore un souci au niveau de la vulnérabilisation, et c'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose, et il est l'heure d'agir là-dessus. Et le gouvernement n'agit pas là-dessus? Le gouvernement est en train justement de faire un plan national, mais c'est pareil, c'est long, et nous on veut des résultats maintenant. Parce qu'il n'est pas normal de voir nos collègues passer l'arme à gauche justement toutes les 2 semaines. C'est pas normal. Autre chiffre marquant, 7 étudiants sur 10 ont pensé à arrêter leur étude. C'était votre cas tous les deux? Bien sûr. J'y ai songé plusieurs fois parce qu'on rentre le soir, on est épuisé, on se dit à quoi bon? En fait, je dévoue ma vie pour les autres, mais au final, j'ai arrêté de vivre de mon côté
Et lorsqu'on essaye de bien faire les choses, on nous dit que c'est jamais assez bien, on nous fait culpabiliser. On a un système pour le moment qui n'est pas assez protecteur vis-à-vis des étudiants et c'est pas aux étudiants de s'exposer. On doit être protecteur pour eux. Si je peux témoigner Oui. aujourd'hui, ça fait presque 12 ans que je fais ce métier, 12 ans. 12 ans d'études. J'adore mon métier. L'être au contact des gens m'apporte beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, je suis fatiguée et j'ai besoin de faire une pause si je ne veux pas être dégoûtée. J'ai bien sûr pensé à changer de métier, notamment quand je faisais 90 heures semaine à l'hôpital, Ouais. que je passais ma vie entière à essayer de me dépatouiller dans la difficulté des responsabilités, de l'organisation, de l'apprentissage. À côté de tout ça, essayer d'avoir une vie convenable, manger convenablement, dormir convenablement, bouger convenablement. Et il y a vraiment beaucoup de moments où je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ce métier? Pourquoi j'avais envie de changer de métier pour avoir quelque chose où juste on ne me demande rien? Parce que j'étais plus capable d'assumer la responsabilité d'avoir des responsabilités, justement. On l'a dit, 40% des effectifs médicaux sont des internes. Enfin, les internes constituent à l'hôpital public 40% des effectifs médicaux. Est-ce qu'on ne compte pas trop sur eux? Si, bien sûr que si, la Ouais. réponse est totalement oui. Surtout qu'on a un choc générationnel avec nos seniors, les médecins plus vieux, qui, eux, corrèlent l'épuisement comme si c'était gage de qualité de soins. Alors que nous, on est désireux d'avoir une qualité de vie à la fois personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que ça, il y a une énorme incompréhension. Et lorsqu'on souhaite partir parfois à 19h parce qu'on a fini nos journées, on nous dit bah, j'espère que tu profiteras bien de ton après-midi. Alors que c'est quand même Qui 19h. vous dit ça? Des chefs? Des médecins? Bien sûr. Ouais. Énormément Donc, d'internes. justement, est-ce que la hiérarchie n'est pas aussi coupable et cautionne ces conditions de travail? Si, c'est pour ça qu'actuellement, à l'ISNI, on a engagé une procédure judiciaire à l'encontre des 28 CHU de France D'accord. pour justement comptabiliser les heures de travail et faire en sorte que les internes travaillent 48 heures. Parce qu'on est persuadé que si on fait respecter la loi, alors qu'on demande seulement de respecter la loi, ça permettrait de protéger énormément d'internes. Autre fléau, les violences sexuelles et sexistes. En 2024, après les révélations de Karine Lacombe accusant le médecin urgentiste Patrick Peloux de harcèlement sexuel et moral, il y a eu une véritable vague de libération de la parole avec le mouvement MeToo Hôpital. Beaucoup d'internes ont alors témoigné. Aujourd'hui, on estime que ces violences toucheraient 26% des internes. Exactement, c'est un chiffre qui fait peur et on a trop souvent banalisé cela. Et nous, à l'ISNI, on a vraiment une tolérance zéro envers les violences dans les milieux hospitalo-universitaires, que ce soit les cas de VSS, les harcèlements moraux, tout ça, nous, on est vraiment contre et c'est maintenant qu'on va faire changer les choses. Ouais. J'ai un témoignage à vous faire écouter, c'est celui de Camille, une étudiante à Nantes qui révèle que des cas d'agression sexuelle ont eu lieu au CHU. Écoutez. Donc il y a 1 an et demi au CHU de Nantes, il y a 2 services qui ont dû fermer, pour les étudiants. Le service de chirurgie orthopédique et de chirurgie plastique, c'est-à-dire qu'on n'y avait plus accès, pour nos stages, d'externat. La fac nous a pas trop expliqué pourquoi et c'est ensuite, par le bouche à oreille qu'on a un peu compris qu'en fait c'était des histoires d'agressions sexuelles. Il y avait notamment des histoires de photos sexuelles, envoyées sans consentement à des étudiantes de la part de supérieurs et également, des rapports sexuels qui avaient eu lieu entre des supérieurs et des étudiantes. Donc, témoignage de Camille qui révèle en exclusivité pour Une histoire, une vie que les services ne prennent plus de stagiaires en raison de violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les étudiantes. C'est une situation très grave, Mélanie. C'est extrêmement grave et premièrement, je ne peux qu'avoir une pensée pour ces étudiants qui ont vécu ça. Ça m'attriste énormément de savoir que certains de mes confrères et consoeurs ont pu vivre de tels événements. C'est vraiment inacceptable. Maintenant, mon rôle, ce n'est pas de faire justice et de savoir ce qui a été dit ou pas dit. Mon rôle, c'est de leur attester que s'il existe des faits graves en tant que tels, ça doit être signalé. Mon rôle, c'est d'être une instance sécuritaire où la parole peut se délier et savoir qu'ils peuvent se tourner vers nous. Ils ne sont pas tout seuls, on est là pour eux et on va les aider, on va les accompagner. Et si de telles choses arrivent, ça ne doit pas arriver. On va prendre les conséquences, prendre les décisions qu'il faut pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Alors, pendant cette enquête, pendant que je préparais l'émission, j'ai reçu à peu près une centaine de témoignages d'étudiantes à Nantes qui confirment les dires de Camille. Je précise qu'on a contacté le CHU de Nantes qui dément toute agression, mais toujours selon nos informations, une enquête est en cours au CHU de Nantes pour connaître l'ampleur des dégâts. Donc, pourquoi il y a une telle omerta sur ces sujets? C'est difficile, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a banalisé l'inacceptable. Et nous dire que ça a toujours été fait ainsi et qu'on n'a pas besoin de s'en saisir, c'est vraiment inacceptable. Et je pense qu'aucun secteur professionnel
se permettrait justement de faire vivre cela à ses employés, à ses étudiants. Donc il faut s'en saisir dès maintenant et c'est vrai qu'actuellement on a de la chance parce que l'ordre des médecins est vraiment dans une polémique tolérance zéro Ouais. vis-à-vis des VSS. Du coup, c'est un soutien imparable. On a de la chance d'avoir des directions des affaires médicales qui sont de plus en plus sensibilisées à ce genre de contexte et qui se saisissent également de ces problématiques-là. Et nous, à l'ISNI, vraiment, on a une tolérance zéro. On les accompagne, que ce soit d'un point de vue psychologique ou judiciaire. Ouais. Et les internes, comme ça, peuvent se tourner vers nous, on les accompagnera et jamais on ne laissera un de nos confrères ou un de nos consoeurs dans une telle situation et on prendra les mesures qu'il faut. Ce qui est frappant, c'est que ça vient là, comme nous le dit Camille, de chefs, de directeurs de service. Exactement. Et justement, dans l'étude que nous avons fait l'année dernière, on voit que dans plus d'un cas sur deux, c'est fait par un médecin thésé, c'est-à-dire un C'est quoi senior. TD? C'est un médecin qui n'est plus interne, c'est D'accord. un chef. Un chef. Kenza, toi, tu as été victime d'un viol sur ton lieu de travail pendant ton internat. Tout à fait. Courageusement, parce que je sais que c'est difficile, tu voulais en parler. Tout à fait. Je souhaite en parler parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était un viol. Et je pense que ce que dit Mélanie est très vrai. Il y a une omerta, il y a un silence, il y a un non-dit, il y a aussi une grande impunité de la part de la justice française Oui. qui amène à des situations où on ne pense pas que l'on peut être victime d'un viol sur son lieu de travail Oui. parce qu'on a cette image culturelle du viol qui est dans une rue sombre où on va se faire plaquer contre un mur et on va nous agresser physiquement. Alors que le lieu de travail, c'est un lieu normalement où on se sent en sécurité. Complètement, le lieu de travail est un lieu où on doit travailler, en fait. Donc, c'est pas un lieu qui est propice ou qui est adapté pour recevoir des remarques, pour recevoir des propositions et encore moins pour subir des agressions. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu peux nous raconter? Tout à fait. J'étais sur un terrain de garde, c'est-à-dire que j'étais de nuit à l'hôpital aux urgences. J'avais repris une garde dans un contexte de réquisition. Les internes étaient en grève à ce moment-là et je m'étais portée volontaire pour assurer la garde des urgences pour que les patients puissent être soignés. Il était tard, c'était la fin de cette garde. Il devait être 4 heures du matin avant que le gros flux de patients ne se calme. J'étais donc à mon dernier patient à prendre en charge. Et puis, dans ce service, il y avait un homme qui était très respecté, qui travaillait là depuis longtemps. Et cet homme est venu s'asseoir à côté de moi et a commencé à discuter avec moi de mes orientations sexuelles, de mes pratiques sexuelles, ou en tout cas de la vie en général, soi-disant. J'étais assez surprise, mais je suis de nature à parler facilement avec les gens et à être difficilement choquée de ce qu'on puisse me dire. Donc, je ne me suis pas tout de suite rendu compte que ce n'était pas du tout adapté sur un lieu de travail que de discuter de ça. Je passe les détails. J'ai été extrêmement surprise que cet homme me propose d'avoir des rapports sexuels maintenant. J'étais sur mon lieu de travail, ce n'était pas du tout le moment. Je n'ai pas répondu. Je suis partie donner les papiers de sortie à la dernière personne que je prenais en charge. Je me suis rendu compte en revenant que j'avais mis mon masque à l'envers. On était en post-Covid, ça ne m'est jamais arrivé de mettre mon masque à l'envers. J'ai donc ensuite été manger dans la salle de réfectoire, puisqu'il est à 4 h du matin, c'est généralement l'heure où on mange, pendant une garde de nuit aux urgences. Et il m'a suivie, j'étais seule. Et il a insisté des dizaines de fois. Et il a tellement insisté que, sur le coup, j'ai cédé. J'ai pas dit oui, j'ai cédé. C'est-à-dire? Quand il a usé de petites caresses dans le cou, de me dire « mais tu sais, ça serait intéressant, ce serait une expérience, mais pourquoi tu veux pas, etc. » Il a insisté plusieurs fois et j'ai cédé à chaque étape. C'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'à la pénétration, jusqu'au fait de mettre sa langue, ses doigts, son sexe, jusqu'au bout, je n'ai pas dit oui, j'ai cédé. Il m'a forcée en réalité, mais je n'ai pas identifié cela comme un viol parce que, par principe, je me suis dit « mais c'est ma faute, j'ai pas dit non, je me suis pas opposée physiquement. » T'as culpabilisé. Complètement. En fait, à aucun moment, je me suis dit que ça relevait du code pénal et que c'était un crime. Et quel a été le déclic alors? Le déclic, il s'est fait dans les jours qui a suivi parce que mon corps a réagi. Pendant une bonne quinzaine de jours, je me suis rendu compte que mon comportement avait changé. Je suis quelqu'un de solaire et très sociable. Et là, j'avais envie qu'aucun homme ne me touche. J'en voulais à la terre entière. J'étais irritable, j'étais fatiguée. J'étais pas du tout dans mon état normal. Et c'est un ami à moi qui m'a fait réaliser ça et qui m'a dit « mais pourquoi tu me demandes de ne pas te toucher? Parce qu'en réalité, je ne vais pas te toucher. » Et c'est là que j'ai réalisé que, ah oui, je crois que je suis un petit peu à vif. Tu t'en souviens encore de ce viol? Bien sûr. Parce que c'est extrêmement traumatisant. Est-ce que tu as des flashbacks parfois? Alors, il faut dire que pendant 2 ans, j'ai pas
occulté ce souvenir, mais il est resté dans un coin de ma tête et je suis passée à autre chose. Pour vous dire, je n'ai jamais identifié cela comme un viol et pour autant, je suis engagée syndicalement, je suis là pour défendre les internes, je lutte contre tout cela et je n'ai jamais compris que j'étais concernée. C'était une forme de protection, peut-être le déni? Très probablement, c'est ce qui s'appelle un mécanisme de défense et j'en suis très heureuse parce que le jour où c'est revenu à la surface... Ça a été dur. T'as été suivie par un psychologue après? Eh bien non, et faut dire aussi que c'est très récent cette prise de conscience. Et en fait, j'ai réalisé au bout de 3 semaines que je n'arrivais pas à récupérer et que en fait, ça avait percé ma bulle de sécurité et qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que toute seule, j'allais pas y arriver. J'étais seule et j'étais épuisée, j'en voulais à la terre entière. Et ça, c'était 3 ans après. C'était 3 ans après avoir eu des formations pour recueillir des témoignages, pour accompagner des victimes de violences. J'étais quand même capable de dire non, moi j'ai jamais ni vu ni subi de harcèlement sexuel, j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un comble. Mais je suis heureuse aujourd'hui surtout d'avoir pu me tourner, alors en l'occurrence vers Mélanie, qui est la présidente de l'ISNI et qui représente une structure qui, pour le coup, je peux le témoigner, est extrêmement accompagnante. Donc l'ISNI, je le rappelle, c'est un intersyndical. Exactement. Des internes. Exactement. En réalité, je ne l'ai pas tellement signalé. J'ai juste appelé l'une d'entre elles au bureau national qui est en charge du bien-être. Et je lui ai dit, là, ça ne va pas, je crois que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de voir une psychologue. Et quand elle m'a demandé pourquoi et qu'elle a entendu ce récit, elle m'a dit, mais Kenza, ce n'est pas d'un psychologue uniquement qu'il te faut, c'est d'un avocat également. Et la question s'est posée de porter plainte. Et j'avoue qu'il y a plusieurs raisons qui m'en empêchent, mais il y a aussi beaucoup de raisons qui me poussent à le faire. Parce qu'en réalité, cette omerta, ce silence, cette impunité, elle vient du fait que quand on est victime d'un viol, on n'a pas la force de témoigner, on n'a pas la force de porter plainte, on n'a pas envie de se retrouver devant un commissariat à devoir relater les faits, d'avoir peut-être même cet homme en particulier devant moi un jour. Je n'en ai absolument pas envie. Pour autant, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée, j'ai des gens qui me soutiennent. Aujourd'hui, ça se sait autour de moi, dans mes proches. Et c'est quelque chose qui est très dur et très fort parce que j'ai beaucoup de soutien autour de moi. Et j'ai un soutien qui est à la fois émotionnel, mais qui est aussi technique, judiciaire, qui est présentiel. J'ai des gens qui sont présents pour moi pour m'aider là-dedans. Aujourd'hui, tu es en colère? Oui. Disons que pendant 3 ans, je ne l'étais pas. J'étais passée à autre chose. Et ce sont les hommes eux-mêmes qui m'ont guérie de cette haine. Et je ne dirais pas guérison parce qu'on ne guérit jamais complètement, mais on se reconstruit, on se relève et on passe à autre chose en gardant ça dans sa tête. Pour autant, c'est important, je trouve, de poser un mot dessus pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir comprendre ce que ça implique. Ce n'est pas du tout anodin que de subir un acte d'agression sexuelle. Et là, c'est un viol. Complètement. Et tu as changé de positionnement quand tu as compris que tu avais été victime d'un viol? Je dirais que oui, parce que surtout, j'ai compris ce que ça impliquait. Comment dire? Je l'avais intégré dans mon existence et je n'avais pas identifié le lien entre ce que j'avais vécu et mon état émotionnel, le fait d'en vouloir à tout le monde, d'être irritable, d'être fatiguée. Quand on met un lien dessus, quand on dit en fait, tu as été victime d'un viol, donc c'est normal de ne pas être bien et c'est normal de demander de l'aide, ça change beaucoup de choses. Ça permet de moins culpabiliser, ça permet d'arrêter de se juger. Ça permet d'accepter sa propre vulnérabilité qui est en fait contextuelle. C'est une question de contexte, c'est pas une question d'essence même. Je ne suis pas quelqu'un de fragile. J'ai été extrêmement fragilisée par cette situation. Bien sûr. Et ça veut dire que je peux me reconstruire. Merci d'en avoir parlé, Kenza. Mélanie, concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les universités et les hôpitaux pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et qu'ils ne font pas aujourd'hui? Premièrement, je voudrais juste remercier Kenza pour son témoignage qui est extrêmement puissant et qui montre que justement ça existe encore et que c'est une situation qu'il ne faut pas banaliser. Donc merci Kenza pour ton témoignage. Et secondement, ce qu'il faut faire, c'est au niveau des universités, déjà pour les internes, l'ISNI est là. Contactez-nous, on va vous aider, vous n'êtes pas seul et c'est hors de question qu'on... Alors comment on vous contacte par exemple? On a un mail, on a déjà notre site internet, isni.fr, on a une page Facebook, on a Internet, Twitter, TikTok, on a vraiment tous les réseaux sociaux. On est sur tous ces réseaux-là et on a un mail contact@isni.fr. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. On va les aider. Ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. On se serre les coudes entre nous. Donc, on va les aider d'un point de vue psychologique, judiciaire. On est là pour eux, même si c'est juste pour
discuter, avoir besoin d'un avis là-dessus, on ne les laissera jamais seuls. Et ensuite, au niveau des universités, il y a des commissions qui existent. Chaque université est censée mettre en place une commission permettant justement de traiter ces cas de violences D'accord. sexistes et sexuelles. Si ce n'est pas fait, c'est un gros problème sur lequel je vais agir. Mais chaque université doit avoir cela. Et justement, ça permet de traiter ces circonstances. Et il doit y avoir une plateforme qui permet de déclarer de façon anonyme ou non, parce que l'anonymat doit être préservé chez ces étudiants-là, qui permet justement de recenser tout ça et de permettre de faire une enquête interne ou bien externalisée, ça dépend Oui. justement des établissements. Mais ce qui est important, c'est que la loi dit bien qu'il ne doit avoir aucun préjudice personnel et sur la carrière professionnelle à l'issue. Mm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment intransigeante. Après tout ce qu'on a abordé, les violences, la santé mentale, est-ce que vous diriez que les études vous ont fragilisé? Bien sûr. Bien sûr, mais ça nous a aussi donné une force. Oui. Celle de savoir que on est capable de prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Encore faut-il l'identifier et le reconnaître et l'accepter. Et pour ça, on n'est pas tout seul. Le mot que j'ai vraiment en tête, c'est la résilience. On apprend dans le dur, mais on apprend, on se relève. Et je pense qu'on fait un métier qui est extrêmement beau, mais qui est extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se serrer les coudes entre nous. Et je suis très contente d'être présidente d'une structure comme l'ISNI qui permet justement de renforcer ce dispositif-là et de faire en sorte que nos études deviennent meilleures parce qu'on a choisi l'humain, mais on reste humain avant tout. Et on va continuer à lutter chaque jour pour pouvoir justement faire en sorte que ces études deviennent un peu plus respectueuses. Merci beaucoup pour ces témoignages poignants. Merci de nous avoir éclairés sur vos conditions de travail, c'était important. Et j'étais ravi de vous donner la parole car on vous entend trop peu dans les médias. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité. Rendez-vous sur Instagram, Facebook ou TikTok, le podcast Une Histoire, Une Vie. Merci à la marque Only & Son de m'avoir habillé aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Une Histoire, Une Vie avec de nouveaux témoignages hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.